Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction au réseau dans Nutanix Cloud Cluster sur AWS. Alors, brève introduction, le mot est peut-être un peu exagéré. L'idée quand même est de rentrer dans le détail un petit peu des différentes options réseau qui sont utilisées dans le cadre d'un cluster Nutanix sur AWS, que ce soit sur un déploiement d'IAHV natif en termes de réseau ou un déploiement de type flow networking. Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Euh, le gros du sujet, globalement, quand on fait du Nutanix Cloud Cluster, c'est l'intégration réseau et de bien comprendre les tenants et les aboutissants, ainsi que les objets utilisés chez tel ou tel fournisseur. En l'occurrence, ici, je vais me focaliser sur la partie AWS, donc Nutanix Cloud Cluster NC2 sur AWS, et on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Allez, c'est parti. Donc, première chose, le point de démarrage de tout ça, on est dans AWS, c'est du réseau. Donc notre cluster Nutanix Cloud Cluster va se déployer où? Il va se déployer dans un VPC, où il va être rattaché à un VPC pour être plus précis. Donc, il va falloir choisir, avant de déployer son cluster, quel sera l'espace d'adresse IP qui va être utilisé pour déployer ce cluster et les composants qui le composent. Donc on va utiliser un CIDR, un range d'adresse IP qui sera compris entre /16 et /23, tel que indiqué dans la documentation. Et donc effectivement, notre VPC sera entre /16 et /23. Ce VPC, vous le savez, donc alors, utilisez effectivement des planches d'adresse de type privative, donc RFC 19, 18 si possible. Et effectivement, les minimum values, c'est /23. C'est /23 effectivement dans le portail NC2 qui s'appelle également MCM, Multi Cloud Management Portail. A priori, on pourrait créer un /24, bien que je n'en ai pas trouvé de traces dans la documentation. Il semblerait que des personnes aient réussi à le faire. Bon. Partez quand même sur le concept que c'est mieux de suivre ce qu'on indique dans la documentation, et donc en minimum d'avoir un /23. Point important, il y a quelques plages d'adresse IP à ne pas utiliser, principalement celle-ci, la 192.168.50/24, qui est utilisée en fait simplement dans le cadre du Nutanix pour les communications entre la CVM et l'hyperviseur qui est installé, en l'occurrence ici c'est HV parce qu'on est sur un cluster NC2. Ce VPC également, on va lui activer les attributs DNS. Donc, vous le savez, dans AWS, il y a deux attributs qui sont importants, donc deux paramètres, le DNS hostname et le DNS resolution. Globalement, à quoi servent ces paramètres? Ils vont vous permettre en fait simplement de donner des DNS capables de résoudre des noms publics à vos instances. Donc ici, on aura des instances métal qui seront utilisées, des instances EC2 métal qui seront utilisées en cluster, donc ils auront besoin de faire de la résolution de noms. Et le deuxième paramétrage, la DNS résolution, permet également de résoudre des noms DNS privés dans AWS. Donc ces deux paramètres sont essentiels lors de la création du VPC. /16, /23. Alors il y aura des endpoints, mais ça je vais les garder pour tout à l'heure. Et ce VPC, vous le savez, un VPC c'est juste un Virtual Private Cloud, c'est un réseau qu'on va subdiviser ensuite en sous-réseaux, chaque sous-réseau étant, dans le cas d'AWS, lié à une zone de disponibilité. Donc là encore, en fonction, donc si vous préparez votre réseau à l'avance, c'est ce qui est généralement encouragé, avant de déployer un cluster NC2, c'est de prévoir également dans quelle région on va déployer le VPC, et donc le cluster, et également dans quelle zone de disponibilité. Je rappelle que les clusters Nutanix Cloud Cluster sont déployés en mono zone de disponibilité du côté AWS. Donc il va falloir créer des subnets dans ces fameuses multi-zones, et donc il y a plusieurs subnets à avoir. Alors le premier subnet, ce sera un subnet public, avec un range /16 à /25. Si on le laisse faire le portail, parce que le portail peut déployer pour vous un VPC, même si là encore je ne l'encourage pas, parce que tout ce que le portail va être déployé entre guillemets comme objet AWS, le jour où on détruira le cluster, et ces objets qui ont été créés seront également détruits. Donc généralement, on découple la création du réseau de la création vraiment du compute et du cluster. Donc l'accès de base, si on laisse faire l'assistant de création du VPC directement avec le déploiement du cluster, il va vous créer un public subnet avec un CIDR de /28. Alors, point important, l'Internet, l'accès à Internet est essentiel dans le cadre du Nutanix Cloud Cluster, car les bare metal vont communiquer
avec le control plane qui est le portail MCM qu'on accède sur cloud.nutanix.com. Et donc il y a des API derrière, et les nœuds du cluster remontent leur état régulièrement auprès des API. Donc il faut avoir un accès Internet, et il sera d'ailleurs nécessaire pour faire la partie installation simplement du cluster. Alors point important, c'est qu'ici donc je parle d'un public subnet, mais à la limite, si vous avez déjà mis en place dans votre organisation AWS toute la partie qui est liée au réseau, à savoir que vous avez déjà mis en place quelque part dans un VPC un subnet avec une NAT gateway, une Internet gateway. Là encore, on peut tout à fait passer par du routage et aller chercher cette point de sortie. De la même façon, généralement, les organisations vont avoir des appliances virtuelles réseau, des NVA, des firewalls, pour faire simple, qui vont permettre de sortir également sur Internet. Donc, si cette implémentation-là est déjà en place, ce qu'on va avoir besoin, c'est entre notre VPC où on a du Nutanix Cloud Cluster et l'Internet, donc le point de sortie ici qui sera assuré par les firewalls, c'est d'avoir simplement le bon routage. Et c'est tout. Après, il y a les bonnes règles qui autorisent également à sortir. Donc le public subnet n'est pas obligatoire, mais à la fin, on devra passer par un public subnet à un moment donné pour sortir vers l'Internet. Dernière option, on a également l'option du proxy, dont j'en reparlerai tout à l'heure. Le proxy donc, va permettre de dire, lors de l'assistant de déploiement, eh bien, je veux passer par tel ou tel proxy, et donc, alors, on a une fiche là-dessus, mais effectivement, on va venir ici activer lors du déploiement du cluster le proxy serveur, donner les paramètres IP et les ports utilisés par ce proxy serveur, et ensuite, éventuellement, donner l'authentification si on a un proxy qui est authentifiant pour la sortie. Donc là, on parle bien de proxy HTTP, HTTPS, proxy de type sortant, un squid ou des choses similaires. Voilà. Donc ça, c'est possible de le faire également, sous réserve d'avoir une version AOS, on va dire, plus récente que la 7.1.6. A noter, lisez bien l'article, et la mind map sera disponible dans la description de cette vidéo. Voilà, je vais y arriver. Et donc, n'hésitez pas à relire la documentation, il y a quelques spécificités liées à l'usage de proxy, donc c'est important. Donc, il nous faut pouvoir sortir sur l'Internet avec ou sans un public subnet que vous allez créer. Ensuite, le cluster a besoin, en termes de subnet, d'avoir un private management subnet. C'est là où seront vraiment démarrées les instances C2 Metal, qui hébergeront effectivement l'hyperviseur AHV et la CVM, la contrôleur VM. Donc, espace d'adressage IP ici entre un /25 et un /16. Là encore, ça dépendra du nombre de nœuds dans votre cluster ou du nombre, voilà. Donc, globalement, par défaut, avec un slider de /25, on se débrouille très bien pour mettre un cluster. Je rappelle que les clusters sur NC2 sont de 28 nodes maximum. Alors après, en fonction des configurations, on peut mixer en fait, on peut avoir plusieurs clusters qui vont mettre tous leurs nœuds dans le même subnet, ça c'est possible. Mais globalement, utiliser un /25 suffit largement pour la partie cluster. Voilà. Et comme je le disais, effectivement, si on a plusieurs clusters déployés dans le même VPC, ça sera plutôt dans le cas d'une intégration AHV native. Dans ce cas-là, effectivement, on peut utiliser le même subnet pour mettre tous les nœuds des différents clusters. Et donc, du coup, là, le /25 sera peut-être à changer en fonction du nombre de clusters derrière. Généralement, on s'en sort toujours plutôt bien qu'un /25. Ensuite, on va avoir un ou plusieurs subnets pour les UVM. Donc là, c'est dans le cadre de l'intégration réseau dite HV native. Donc, dans l'intégration réseau HV native, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacune des machines virtuelles Nutanix qui tournent sur le cluster va être rattachée au travers d'une UNI, va être rattachée à un VPC. Donc globalement, elle va recevoir des adresses IP provenant d'AWS. Et donc on va pouvoir créer, vous voyez ça simplement comme une sorte de VLAN. Chaque subnet AWS sera un VLAN vu du côté Nutanix. Et donc là, on peut en créer un ou plusieurs en fonction de la segmentation qu'on veut faire. Les ranges entre /16 et /25. Donc là, vraiment, c'est probablement l'endroit où vous aurez le plus de réflexion à avoir au niveau du choix du sizing, simplement parce que ça va dépendre du nombre de machines virtuelles que vous allez déployer et planifier derrière. Donc, si vous prenez un range un peu trop petit, un /25 par exemple, vous allez vite être restreint à moins de 128 adresses IP. Point important, comme souvent dans les VPC AWS ou les VNet Azure, les premières adresses IP de ces ranges sont
sont restreintes. Donc en l'occurrence ici, les 4 premières, on ne pourra pas les utiliser, elles sont réservées ici par AWS. Et donc effectivement, les private subnets seront dédiés au cluster individuellement au cluster qui hoste les VM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir 2 clusters qui se partagent un même private subnet avec des UVM derrière. Ça, c'est un point important à retenir également. Ensuite, si vous choisissez de déployer un prisme central, il vous faudra son propre subnet, ça c'est encouragé. Et puis ce subnet, là encore, cider/16/28, sachant que par défaut, effectivement, si on laisse faire le portail MCM pour déployer prisme central, à ce moment-là, il choisira un /28. Donc c'est dédié à prisme central. Donc on doit mettre prisme central sur un subnet séparé, ça c'est encouragé. Donc le prisme central, il peut être déployé automatiquement lors de l'installation d'un cluster NC2. Ça se fait uniquement quand on va choisir l'option de faire du flow networking. Donc, je l'ai dit, il y a 2 options réseau pour les clusters Nutanix dans AWS en termes de réseau. Intégration native au réseau sous-jacent, donc on appelle ça HV Network native. Soit on utilise du flow networking, et dans ce cas-là, c'est le Software Defined Network, le SDN de Nutanix qui sera utilisé. Et dans ce cas-là, effectivement, on aura besoin de prisme central, il sera déployé automatiquement dans l'assistant. Et donc quand on va faire du flow networking, on aura un private subnet qui s'appellera FVN, donc subnet FVN pour Flow Virtual Network, ce sera le point de sortie du SDN Nutanix. Et donc là, cette fois-ci, ce sera dédié effectivement à un single cluster. Donc là encore, ce subnet ne sera pas partageable avec d'autres clusters quand on va déployer le tout. Le cider range /16/24, le par défaut, ce sera un /24. Ça, en tout cas, si on laisse faire l'assistant, c'est ce qu'il fait. Mais là encore, si vous préparez votre réseau à l'avance, vous pouvez prendre le même type de paramétrage qu'aurait pris l'assistant à l'origine. Donc, dans du Nutanix Cluster, on a quoi? On a des instances de C2, Metal, qui vont être branchées sur des subnets dans un VPC AWS. Pour se brancher, il faut des cartes réseau, et donc on parlera dans AWS d'Elastic Network Interface, des ENI. Donc il faut savoir que ces ENI sont attachés au bar Metal, et que ces ENI, il va y en avoir plus ou moins par host. Donc de base, chaque instance EC2 Metal qui sera un des nœuds du cluster Nutanix aura au moins une ENI, et cette ENI aura 2 adresses IP qui seront affectées, une adresse IP pour l'hyperviseur, HV, et une adresse IP pour la contrôleur VM, qui est la première machine virtuelle qui tourne sur l'hyperviseur. Ensuite, en fonction du nombre d'UVM qu'on aura derrière, dynamiquement, le système va rajouter des ENI et les brancher automatiquement en fait, au nœud du cluster. Donc on aura entre 1 et 14 ENI additionnels pour la partie UVM, User Virtual Machine. Donc ça nous fait un total au maximum effectivement de 15 interfaces, 15 ENI par instance Metal. Au passage, si vous regardez les limitations en termes de nombre d'ENI par instance Metal côté AWS, c'est exactement ce chiffre-là, on n'a pas inventé un chiffre particulier pour la partie NC2. Il faut savoir que les ENI dont on parle, les Elastic Network Interface, vont être attachés dynamiquement en fait au nœud. C'est pas à vous d'aller créer une nouvelle ENI, de venir l'attacher, et ce sera le Cloud Network Service, qui est donc un service qui tourne dans le host HV, qui sera en charge de faire ça en appelant les API derrière d'AWS. Donc dynamiquement, vous allez voir effectivement qu'il y a des ENI qui vont s'attacher à certains nœuds. Et donc ça c'est important de retenir que ce n'est pas un process qui est manuel, et donc ça veut dire également que les security groups qu'on va associer derrière à ces ENI, on en parlera tout à l'heure des security groups, également vont être entre guillemets attachés dynamiquement. Donc évitez de faire des opérations manuelles ou de penser que ça marche comme ça. La réalité c'est que c'est contrôlé depuis le cluster, certains processus, et que c'est lui qui va s'en occuper. MTU, le maximum transfert unit, donc par défaut, effectivement, sur toutes les interfaces réseau, on va avoir un MTU de 1500. Rien d'extraordinaire là-dessus. À savoir, donc par défaut, on va dire que c'est quand on est sur du mode HV natif, mais si on utilise du Flow Virtual Network, donc le Flow Virtual Network, je le rappelle, c'est un Software Defined Network, et l'idée c'est de faire des réseaux en overlay,
sur les subnets AWS. Donc en gros, de venir poser un réseau virtuel sur un réseau entre guillemets existant, qui est le réseau AWS. Et donc on va faire pour cela de l'encapsulation. Et l'encapsulation va passer par un protocole. Donc il existe plein de protocoles pour faire des encapsulations, VXLAN, NPGRE, etc. Nous, on a choisi un protocole qui a été standardisé, qui s'appelle Genève. Et donc Genève, du coup, va prendre des paquets de niveau 2 et les mettre sur une interface de niveau 3. Et donc ça veut dire que l'encapsulation va faire que le header, l'entête du paquet, Genève, va être décrémenté des fameux 1500 de base. Donc on utilisera un MTU de 1442, ce qui est l'équivalent effectivement de 1500, moins les 58 bits utilisés par la partie GRE. Alors pour ceux que GRE est un peu inconnu ou qui s'intéressent au sujet, je vous ai mis le lien vers la RFC, la 8926, mais qui vous détaille un petit peu effectivement ce que c'est que GRE. Enfin que Genève, pardon, je dis GRE, mais c'est Genève, donc Generic Network Virtualization Encapsulation. Et donc vous avez le détail derrière de ce protocole avec les entêtes, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus dans le détail. Voilà. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait installer et utiliser un Nutanix Cloud Cluster et gérer l'ensemble des communications entre ce cluster et le control plane qui est le portail NC2 /MCM, hein, les deux noms sont les mêmes, donc qui est le cloud.nutanix.com. Là encore, on peut passer directement de la manière la plus simple avec un subnet public qui a sa petite NAT gateway et la bonne table de routage. On peut passer par des équipements réseau, des firewalls qui seraient soit dans le même VPC, soit dans d'autres VPC, et on peut également passer par un proxy web. Donc nouveauté effectivement qui a été apportée à partir de la 6.7.1.6. Si on utilise l'option proxy, alors on devra passer par des VPC endpoints. Et les VPC endpoints, en fait, il y en aura deux qui vont être utilisés. Il y aura un VPC endpoint S3, et donc là ce sera un gateway endpoint, et il y aura un VPC EC2 endpoint qui permettra notamment d'aller lire les métadatas. Donc ça, si vous cachez la case proxy et vous la paramétrez lors de l'assistant de déploiement, automatiquement ces endpoints seront créés pour vous et les subnets seront attachés correctement au endpoint. Si vous choisissez de faire ça a posteriori, post-déploiement, à ce moment-là, effectivement, vous devrez créer vous-même vos endpoints et bien les paramétrer, bien les attacher au subnet. C'est déjà arrivé de voir des endpoints qui ont été créés mais qui n'ont pas été réassociés à des subnets, et du coup, ça fonctionne beaucoup moins bien. Allez, on continue avec la partie qui est une des parties les plus importantes, probablement une des plus importantes, au-delà du routage, au-delà du routage et de la résolution de nom, parce qu'à la fin, les problèmes qu'on aura dans du réseau se résument à 3 problèmes. Des problèmes de routage, des problèmes de filtrage et des problèmes de résolution de nom. On a déjà parlé tout à l'heure de la résolution de nom, avec les paramètres qui doivent être bien activés au niveau du VPC. On a déjà parlé un peu du routage. Maintenant, c'est la partie sécurité et globalement autorisation ou pas des flux. Donc, une grosse partie du travail va se passer du côté AWS via l'utilisation de ce qu'on appelle les AWS Security Group. Donc, les Security Group, il va y en avoir plusieurs, et je vais vous les détailler, mais effectivement, la sécurité réseau et le contrôle des flux à destination du cluster et des UVM va passer effectivement par la couche AWS Security Group. Donc, rappelons que les AWS Security Group, c'est quoi ? C'est des paramétrages qui vont permettre de définir des autorisations de flux entrants, inbound, ou de flux sortants, les outbound. Et donc, il va y avoir des règles qui vont être définies simplement à l'intérieur. D'accord ? Donc, c'est très important de comprendre ce que c'est qu'un security group, et c'est pour ça que je vous ai remis les liens dans la documentation AWS. Mais globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on ne fait que créer des règles, en fait, qui sont des règles d'autorisation dans un security group. Il n'y a pas la notion de règle de deny telle qu'on peut l'avoir sur des pare-feux, on va dire, traditionnels. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas explicitement déclaré comme étant autorisé est par définition non autorisé, donc bloqué. A noter qu'on va utiliser pas mal dans du NC2 côté Azure, la notion de Security Group Referencing. Donc le Security Group Referencing, le concept en fait, c'est de se dire, dans une règle,
pour définir la source, par exemple, je vais faire référence à un autre security group. Et quand on va faire référence à un autre security group, techniquement, ça veut dire derrière qu'on fait référence à tous les objets qui sont touchés par ce security group, tous les objets étant les instances la plupart du temps. Ça, c'est un moyen de faire, et parmi les règles qu'on a, une des règles, un des security groups qui est utilisé pour la partie système, lui va faire référence à un autre security group. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des security groups, entre guillemets, avec finalement peu de règles, parce qu'en fait, ils font réappel à d'autres security groups. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu les security groups qui sont créés par défaut lorsqu'on crée en fait un cluster depuis la console, le NC2 Portal. Donc, on va avoir 3 security groups minimum, voire un 4e si on choisit l'option de faire du flow networking, et auquel cas, effectivement, si on fait du flow networking, on a besoin de prisme central, et si on a besoin de prisme central, ça veut dire qu'il y aura un security group spécifique à prisme central. Donc le premier security group qu'on verra sera le security group qui s'appelle Internal Management. Donc le Internal Management, il fait quoi? Il va contrôler finalement les communications entre AHV et les CVM au sein d'un cluster. Donc là encore, tous ces security groups seront visibles et potentiellement modifiables directement dans la console AWS, ou en ligne de commande, ou en infra as code. Là encore, c'est des objets AWS à 100%. Néanmoins, la recommandation que j'ai, c'est de ne pas aller modifier ce security group, le internal management, qui au passage est relativement simple, hein. Il contient 2 règles, dont une fait appel justement au fameux security group referencing. Donc, évitez d'aller le modifier, c'est pas normalement nécessaire, déjà toutes les règles ont été bien créées pour vous de base, et donc ce security group, le internal management, est associé aux ENI en fait qui sont dans le management subnet. Je rappelle que le management subnet, c'est l'endroit où sont branchés directement les barres métal. Le deuxième security group qui travaille avec le premier, parce que le premier en fait fait une référence à celui-ci, en fait, c'est ce qu'on appelle le user management. Alors le user management, lui, il va définir, on va zoomer un petit peu, voilà. Le user management va permettre de contrôler les communications entre les UVM et les CVM, et tout ce qui est communication extérieure. Donc, typiquement, vous voulez vous connecter en SSH depuis votre réseau on-prem à destination du cluster qui est sur NC2 au travers de votre VPN site à site ou de la connexion Direct Connect. C'est ici qu'on doit faire la modification. Vous voulez associer 2 clusters entre eux, un cluster on-prem et le cluster côté AWS NC2 pour faire du Nutanix Disaster Recovery. Là encore, c'est ici que ça va se jouer. Vous voulez paramétrer la partie accès à Prism élément depuis, là encore, un autre endroit. C'est ici que ça va se faire. Donc celui-ci, il est très très important. Mais là encore, je vais vous recommander, si possible, essayez de ne pas modifier manuellement en fait, ce security group dans la console. Alors, là encore, on peut le faire, il y a zéro débat derrière, mais en fait, pour les paramétrages les plus classiques, en fait, on peut faire ça directement en fait, dans le portail NC2, soit lors de la phase de déploiement, soit post-déploiement. Donc c'est plutôt bien documenté, et en fait, quand vous allez déployer un cluster, je vais un petit peu zoomer, voilà. Quand vous allez déployer un cluster, quand vous arriverez sur la partie configuration, au moment, vous aurez une zone qui s'appelle Access Policy. Derrière Access Policy, en fait, simplement notre portail, en fait, il va aller piloter et modifier les security groups AWS au travers des API. C'est tout. Donc de base ici, par exemple, tous les Access Policy de base sont en mode Disable. Si vous cliquez sur Restricted, là vous allez pouvoir mettre une liste d'adresses IP. Donc par exemple ici, pour la première des Access Policy s'appelle Prism. Prism, vous le savez, hein, c'est la console Prism. Alors Prism au sens Prism élément, c'est la console qui permet de gérer effectivement via une page HTML le cluster. Donc là, par exemple, si vous voulez pouvoir vous connecter depuis votre station de travail qui est sur votre environnement à demeure, dans votre data center, et vous connecter du coup à cette console Prism qui va être sur un cluster Nutanix dans le cloud AWS, simplement en rajoutant la liste des adresses IP, soit de vos consoles, soit de l'ensemble des préfixes de votre on-prem, le fait de rajouter la liste ici fait que ça ira modifier les règles pour autoriser justement les accès
directement à Prism depuis les adresses que vous avez données. Et ça ira modifier cette fameuse security group user management. La deuxième zone qui est tout le reste, on va dire, qui s'appelle management service, donc les core Nutanix services sur ce cluster, là encore, c'est pas toujours très clair, mais c'est ici où vous dites, bah là, je veux me connecter en SSH par exemple, sur ma CVM ou sur mon AHV, ou alors je veux utiliser Move qui va aller se connecter et à un moment aller lire des choses directement sur les hyperviseurs, ou parler au CVM. Là encore, c'est ici qu'on va rajouter en fait la liste des IP ou des ranges d'adresses IP qui nous intéressent. Donc ça, c'est dans l'assistant de déploiement. Et une fois qu'un cluster est déployé, on peut également aller dans sa partie configuration. Et dans la partie configuration, on va pouvoir retourner là encore, voir la partie Access Policy et remodifier tout ça. Alors vous remarquerez également la présence ici d'une zone qui s'appelle public. Donc il y a 3 niveaux, Disable, Restricted et Public, au niveau de Prism, de la partie Prism. Donc de base, tous les paramètres sont à Disable, et c'est vous qui ouvrez en disant Restricted ou Public si vous voulez un peu plus d'accès. Si vous cliquez sur Public lors de la partie déploiement, qu'est-ce qui va se passer en fait? Dans le déploiement, on aura également le déploiement d'un load balancer AWS, avec les bonnes configurations des security group, et donc ça vous permettra en fait d'accéder à Prism Element directement depuis l'internet. Donc là encore, à voir en fonction des politiques d'organisation en termes de sécurité, si c'est bien raisonnable, voilà, mais c'est un moyen entre guillemets d'avoir un accès indépendant au cluster sans passer par un VPN site à site, ni un direct connect, ni un bastion. C'est le chemin un peu rapide là encore à utiliser avec parcimonie et en sachant ce qu'on fait derrière. Et là encore, le fait de cliquer là-dessus autorise les bonnes règles et au passage crée également le load balancer côté AWS. Donc voilà, les access policy, vous pouvez donc les gérer pour ce groupe user management simplement en allant modifier effectivement ces deux éléments dans les interfaces du portail NC2. Là encore, vous pouvez tout à fait aller dans la console AWS et modifier manuellement ces paramètres-là, mais après potentiellement ce ne sera pas forcément reflété côté de la console NC2, donc si possible, essayez de tout faire du côté de la console NC2, et éventuellement après s'il y a des subtilités à faire, vous pouvez le faire. Là encore, ne supprimez pas les objets qui existent déjà, les règles qui existent déjà, rajoutez-en simplement. Voilà. Donc, rappel, Access Policy, c'est Prism Element, ou tout le reste, le management service. Donc là, on a vu l'internal management, qu'on ne va pas trop toucher, parce qu'en fait, il va faire référence à celui-ci. D'ailleurs, je pourrais faire un lien, dire que voilà, par le referencing, il va faire référence à ça. Et il nous reste quoi comme security group AWS? Les UVM, c'est-à-dire que les machines qui vont démarrer sur le cluster Nutanix, de base, en fait, il n'y a rien qui va être ouvert, et c'est à vous de dire, toutes les communications sont en sortie toujours ouvertes, en entrée, tout est fermé, donc c'est là où vous allez, en fait, simplement contrôler, effectivement, le trafic externe qui va entrer dans les UVM. Je rappelle que de base, effectivement, le leaving, par défaut, tout est autorisé en sortie, des UVM vers l'extérieur, on va dire, au sens large, mais là, libre à vous encore de modifier tout ça. Et donc, cette security policy sera associée à toutes les ENI qui sont associées au subnet UVM, tout simplement. Voilà. Si vous êtes dans le cas, si vous utilisez Flow Virtual Networking, à ce moment-là, on a un subnet dédié qui s'appelle le subnet FVN, Flow Virtual Network, qu'on peut voir dans les consoles AWS ou Nutanix comme le Bridge 0 Overlay 0, NONAT pour la partie routage. Et dans ce cas-là, effectivement, de base, c'est associé aux UVM subnet quand on est dans une intégration native réseau AHV. Si on a du flow, ce sera activé sur une interface particulière qui est celle-ci. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que chaque fois que tous ces security groups AWS qui sont créés en fait par l'outil de déploiement et de configuration en ligne, derrière en fait on a des tags qui sont positionnés également. Alors les tags en tant que tels sont juste des informations du côté AWS, mais par contre ces tags sont également lus par le network controller du côté Nutanix et vont permettre du coup d'avoir des choses assez intéressantes qu'on va voir juste après. Prisme central, donc si vous avez déployé un flow networking, il vous créera également un AWS Security Group, donc du coup on en aura bien 4, Internal Management, User Management, UVM,
Et le dernier, ce sera un security group lié à Prism Central. Et donc, lui sera attaché effectivement à une carte réseau particulière qui est la BR0 UVM. Et donc, ça donnera les accès du coup à Prism Central. Voilà. Maintenant, donc ça c'est les 3 ou 4 security groups AWS qui seront créés en fait avec tout cluster. Maintenant, on a la possibilité également de créer ses propres entre guillemets security group custom. Donc ces security group custom, bah, ça va permettre simplement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus granulaire dans le contrôle du trafic. Et ça, c'est valable si on utilise, donc c'est supporté déjà avec les versions 7 et plus, là on ne devrait pas trop avoir de soucis, parce que globalement, c'est des versions qui sont déjà un petit peu anciennes. Et ça, c'est important à retenir. C'est que si vous voulez faire des security group AWS custom, personnalisés, ça ne marche que si vous êtes en intégration native à réseau AHV. Donc ça ne marche pas avec Flow Networking. Si vous voulez faire du contrôle avec Flow Networking, on a une seule security group qui va en gros contrôler les entrées et les sorties entre l'extérieur, le VPC AWS et le monde SDN Nutanix. Et après, bah, pour le contrôle des flux, on va dire est-ouest, là vous utiliserez du Flow Network Security, assez classiquement, mais ça c'est de la fonctionnalité pure Nutanix, et c'est hors de la partie AWS. Quand on est en intégration native, comme je l'ai dit, hein, c'est comme si on se branchait sur des VLAN, et donc du coup, bah, là la sécurité elle peut être assurée, donc on se branche directement sur le subnet à AWS, et dans ce cas-là, ça vaut le coup effectivement d'utiliser des custom security groups qui vont pouvoir s'appliquer en fait à différents niveaux, soit à l'échelle complète du VPC, soit à l'échelle du réseau, soit donc du subnet, soit à l'échelle du cluster. Et ça c'est important, c'est que vous allez bien devoir configurer effectivement la partie Prism Central sécurité. Donc, comment on va faire pour faire associer entre guillemets à certains niveaux des AWS Security Group? En fait, la subtilité, c'est que tout va se jouer en fait simplement via les tags. En fait, on vous explique qu'il va falloir mettre des tags particuliers, un pour le cluster par exemple ici, et un deuxième avec ce tag-là et un UID. C'est plutôt bien documenté. Pensez bien, le plus important c'est de bien mettre les tags. Alors là encore, les tags côté AWS ne veulent rien dire si ce n'est que c'est de l'information. Mais là encore, les tags lus par AHV vont permettre également derrière de faire le filtrage proprement. Donc, les contraintes de base des quotas AWS limitent le nombre de custom security group à 5 par ENI. Donc là encore, tenez-en compte, n'essayez pas de trop en faire. Là encore, comme je l'ai dit, hein, la communication, elle est ouverte par défaut, et c'est après vous qui allez entre guillemets, faire un peu de tweak pour la communication par défaut en sortie. Voilà. Dernière chose, qu'est-ce qu'on a sur les ports Ah oui, c'est toujours important de connaître les requirements pour du NC2. Par exemple, on veut dire que bah, là, il y a un port, le 21 qui doit être ouvert entre la CVM et Prism Central. Là encore, c'est si vous déployez a posteriori un Prism Central, il faut bien penser à en tenir compte dans vos règles de filtrage, sinon ça va être un peu embêtant. Voilà. Et plus généralement, effectivement, on fournit également toutes les URL pour les communications sortantes entre le cluster et le fameux portail NC2, qui s'appelle également portail NC, mais là vous avez la liste ici, c'est plutôt bien documenté, et il faut le lire. Voilà. Donc voilà, retenez que sur les security group AWS, on les crée de manière automatisée, il va y en avoir entre 3 et 4 par défaut, en fonction de la topologie réseau choisie, et que si vous êtes dans une intégration native AHV AWS, vous pouvez également faire des custom security groups, et l'affectation entre guillemets de ces security groups se fera grâce à l'usage de tags, et ça c'est très important. Partie load balancer, je l'ai déjà introduit, donc c'est assez rapide. Globalement, on va pouvoir utiliser les systèmes de load balancing, principalement en réseau d'AWS, pour soit accéder effectivement à des workloads qui sont sur des VM qui vont tourner sur la partie NC2, et auquel cas on va avoir ce genre de schéma. On va accéder sur Internet, on va être redirigé par exemple avec Route 53 sur un équipement réseau filtrant, un WAF par exemple AWS, renvoyer ensuite sur un Elastic Load Balancer AWS qui lui ensuite ira pointer sur des machines virtuelles qui tournent sur le bar métal C2. Donc ça c'est des choses relativement classiques dans le monde AWS,
Mais vous voyez qu'on peut avoir un mix de services AWS avec des workloads qui tournent dans du pur Nutanix. Deuxième chose, effectivement, je vous dis tout à l'heure, on peut vouloir autoriser l'accès depuis Internet à Prism Element ou à Prism Central. Donc Prism Element, c'est simplifié effectivement dans les interfaces. Donc là, c'est Prism Element. Donc ça peut être déployé directement, effectivement, en configurant l'access policy public dans les interfaces, et ça va vous ouvrir l'accès, entre guillemets, via load balancer à Prism Element. Et si Prism Central, vous voulez faire la même chose, ce sera à vous de déployer un load balancer et de créer les règles derrière de redirection vers Prism Central, sans oublier, bien entendu, de configurer la security, la WS Security Group pour dire j'autorise des flux entrants provenant de mon load balancer. Le routage, globalement, on va avoir la plupart du temps dans les déploiements classiques un routage qui sera pour tous les private subnets de notre VPC, des VPC utilisés. Et on peut avoir, là encore, si on a un public subnet lors du déploiement, on peut également du coup avoir une table de routage public qui va renvoyer effectivement vers le public subnet et généralement la NAT gateway. Dans la réalité, donc ça c'est cette partie-là, cette table de routage public, elle est vraiment optionnelle parce que la plupart du temps dans les organisations, on aura généralement déjà une implémentation réseau en place avec généralement une transit gateway AWS qui contiendra les bonnes routes pour aller sur l'internet, et donc du coup on aura avec notre cluster NC2 simplement en fait une table de routage locale privative dans laquelle il y aura une entrée qui dira 000 par exemple, passer par la transit gateway AWS qui elle-même connaît les routes pour envoyer vers le bon VPC qui a la bonne sortie vers l'internet. Dernière chose qui n'est pas la moins importante, connaître également tous les prérequis en termes de trafic sortant entre un cluster NC2 sur AWS et le reste est important à connaître. Donc il va y avoir des flux pour Prism Central. Donc il y a des flux qui sont déjà tout paramétrés lors de l'installation automatique, mais qu'on devra traiter si on le fait a posteriori. Il faut savoir que si on choisit d'installer de manière automatisée en fait Prism Central, eh bien, globalement, le process automatique va faire que depuis le cluster, il va y avoir le téléchargement de l'image de Prism Central, qui est en fait un gros fichier tar qui sera ensuite décompressé et utilisé pour instancier là où les VM Prism Central. Attention, parce que les fichiers tar sont souvent bloqués en fait par des firewalls d'entreprise quand on est dans une organisation déjà en place avec du filtrage et des équipements de la marque X, Y ou Z. C'est des cas qui ont déjà été rencontrés. Donc pensez éventuellement à discuter avec l'admin réseau avant le déploiement du cluster et de Prism, car si Prism échoue, probablement que c'est lié à des fonctionnalités qui ont été mises au niveau des firewalls, du genre je refuse le téléchargement de fichiers supérieurs à telle taille ou de fichiers avec tel type d'extension. On pourrait prendre un exemple de Palo Alto qui fait partie des solutions qu'on voit souvent. Mais effectivement, on peut tout à fait bloquer dans le Palo Alto, soit alors alerter, mais il y a des gens qui le mettent en bloqué directement, et de dire moi je bloque toutes les extensions de type tar ou les fichiers qui ont plus de telle taille. L'image de Prism Central est une image de plusieurs gigas. Donc du coup, on peut avoir un process qui va être bloqué lors de l'installation de Prism Central parce qu'on ne pourra pas télécharger l'image, ce sera verrouillé au niveau du firewall. Donc attention à ça. Bien ouvrir également, autoriser les connexions au niveau de vos firewalls sortants vers les parties CloudFront. On utilise les CDN d'AWS également pour mettre en cache les images. Donc ça peut être aussi des facteurs bloquants lors d'une installation. Et puis quand on va déployer avec un Prism Central, pour avoir du flow networking par exemple, le flow networking utilise la plateforme de microservices, la Cloud Microservice Platform, qui est basiquement un ensemble de microservices conteneurisés. Là encore, pour installer tout ça, il y a besoin d'ouvrir des choses. Là encore, si on est très dur sur son filtrage réseau, c'est important d'ouvrir les bonnes choses. Donc tout est détaillé dans la documentation sur la partie software type port and protocols. Cette URL est importante, elle va vous dire par exemple ici que vous allez avoir besoin d'ouvrir par exemple GitHub, Case,
Et là encore, chaque fois, vous avez le détail derrière de pourquoi on en a besoin. Voilà. Voilà, ici, par exemple, on va voir qu'on va aller chercher des images sur Docker. On va aller chercher ici notre contrôleur qui est sur une Elastic Container Registry. Donc, tout ça est bien documenté et tout ça est à prévoir avant de faire un déploiement d'un NC2 sur AWS si on passe par des équipements filtrants. Et généralement, c'est le cas dans les organisations hors des proof of concept. Voilà. Donc, retenez tout ça, ça c'est un point important. Voilà, on a vu pas mal de choses, c'était pas vraiment une brève introduction, mais un peu plus dans le détail. L'idée est de bien comprendre aussi tous les tenants et les aboutissants en termes de réseau quand on va vouloir faire du Nutanix Cloud Cluster dans AWS. Là encore, c'est principalement de l'intégration réseau. Je n'ai pas parlé vraiment de ce qui se passe, entre guillemets, dans l'usage après du Nutanix, parce que c'est du Nutanix tout à fait classique. Mais effectivement, l'intégration réseau nécessite de se poser quelques questions au préalable. Et donc, je vous encourage à bookmarker cette vidéo et à également garder le lien vers la mind map que je ferai évoluer en fonction des évolutions du produit. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.